Vous écoutez Cité Culture. On commence cette émission avec l'ambition de vous faire découvrir ou connaître plus en profondeur un cinéaste enthousiasmant dont les films jonglent habilement entre plusieurs genres, époques ou pays différents, mais qui sont finalement toujours parcourus et reliés entre eux par des thèmes comme la transgression des frontières psychiques ou intellectuelles, des personnages pris en tension entre la marge et le centre qui tentent de trouver un échappatoire, une ligne de fuite. C'est comme ça en tout cas que Nathalie Bittinger vous présentez l'œuvre d'Ang Lee dans votre livre paru aux éditions Hémisphère sous le titre Ang Lee, Taïwan, Hollywood, une odyssée cinématographique. Je le dis pour les auditeurs, c'est un superbe objet en lui-même qui peut se dévorer en une soirée ou simplement se picorer au gré des envies, car il se construit en 4 grandes parties. La première sur la rencontre entre l'Orient et l'Occident, une seconde sur ses adaptations de la littérature occidentale, la troisième, intitulée Le décrocheur de lune, décrit les aspects d'un cinéaste poétique avant d'aborder, dans la dernière partie, très réjouissante, utilisation du numérique et des nouvelles technologies par Ang Lee. Et ce qui fait, je trouve, la force du livre et ce qui le rend agréable et ce qui donne vraiment le plaisir à lire, c'est son découpage, car chaque chapitre décortique scrupuleusement un film, de l'analyse filmique, détails de production, réception et contextualisation. On peut ainsi choisir d'en apprendre un peu plus sur ce qu'il a amené à réaliser à l'âge de 37 ans son premier long métrage Bushing Hen, choisir de découvrir tous les recoins d'une fresque épique sur fond de guerre de sécession avec le chevauché du diable, se replonger dans les détails de ce qui fut le succès de Tigre et Dragon qui offre au cinéma chinois d'arts martiaux une renommée internationale, ou bien en apprendre davantage sur Hulk pour comprendre un peu mieux son esthétique si singulière avec son montage fragmenté, ou encore aborder le passage au numérique avec des détails passionnants sur l'Odyssée de Pi, Un jour dans la vie de Billy Lynn, ou le plus récent, le dernier film en date, Gemini Man. Donc je vous l'avais dit, cette discussion s'annonce intéressante par la multitude de genres et d'esthétiques qui composent la filmographie d'Ang Lee. Donc on espère vous donner envie de vous y plonger si vous ne connaissez pas bien. Alors d'ailleurs à ce propos on va tout de suite commencer. Donc Ang Lee, c'est un cinéaste parfois jugé insaisissable pour beaucoup de raisons que je viens en partie de vous évoquer. Alors qu'est-ce qui, Nathalie Bittinger, vous a donné envie de vous en saisir et de consacrer ce livre ? Passionnée par le cinéma hongkongais, chinois, taïwanais, coréen. Donc ça, j'ai déjà écrit un livre sur Wong Kar-wai où vous m'aviez reçu pour un dictionnaire des cinémas chinois. C'est une véritable passion. Et alors, on note tout de suite que ce sont des cinéastes qui intéressent les critiques, les spectateurs, notamment Ang Lee, mais il n'y a pas toujours d'ouvrages qui leur sont consacrés. Et donc pour Ang Lee, il n'y avait absolument rien en français. Et à l'occasion d'un cours que j'ai donné qui portait sur Raison et Sentiment de Jane Austen et puis l'adaptation par Ang Lee, je me suis mise à redécouvrir ses œuvres. Et alors une autre raison qui a fait que l'écriture de ce livre m'a passionnée, c'est que comme vous l'avez dit, puisqu'il change sans arrêt de genre, de style, il passe de fresques intimistes à des grandes fresques épiques. Il fait pour la dernière période, il fait une incursion dans toutes les nouvelles possibilités technologiques que permettent les innovations actuelles. Donc la 3D, mais pensée très intelligemment. Il va augmenter la cadence des images, etc., etc. C'est un cinéaste passionnant, impossible de s'ennuyer. Et du coup, en rédigeant un chapitre sur chaque film, ça m'a permis de brasser énormément de problématiques qui ont tous à voir avec certaines des voies prises par le cinéma contemporain, cinéma qu'on dit globalisé, en tout cas où il y a eu énormément d'échanges qui se sont faits, notamment pour ce qui m'intéresse entre l'Orient et l'Occident. Et Ang Lee a été un fer de lance de ces hybridations, de ces mélanges. C'est le premier cinéaste taïwanais à percer à Hollywood. Vous avez dit qu'il a fait son premier film à 37 ans, c'est tout à fait vrai, et c'est après une très longue traversée du désert, où en fait pendant des années après sa sortie de la New York University Film School, il se dit c'est impossible pour quelqu'un qui vient du monde chinois de réussir à Hollywood, notamment parce que le public américain n'aime pas du tout les versions originales sous-titrées. Et puis voilà, c'est extrêmement difficile de percer cette forteresse. Ang Lee s'est entêté jusqu'à faire une rencontre fameuse pour lui, c'est celle de James Sheamus. Il forme un duo créatif avec le producteur de Good Machine. C'est début des années 90, c'est un studio indépendant qui croit énormément en la finesse d'écriture d'Ang Lee et ils vont faire presque toute leur carrière ensemble. Les films sont souvent coécrits, en tout cas jusqu'à Hotel Woodstock. Et c'est vrai que ça a été un duo créatif très très fort.
Alors, vous parlez de sa finesse d'écriture, mais Ang Lee aussi, il a décrit, je crois, de ce que j'ai compris, le fait qu'il aimait pas forcément, lui, écrire ses propres scénarios, c'est pas ce qui l'intéressait le plus. Et c'est qu'avec le succès que par la suite, il va se voir proposer plus tard des scénarios et réaliser des adaptations. Et c'est ce qui explique aussi que ces 3 premiers films prennent une forme de trilogie sur la rencontre de l'Orient et l'Occident, puisqu'il va être contraint d'écrire lui-même. Donc, sur ce qu'il connaît, c'est ce que vous expliquez aussi, à savoir donc le déracinement culturel, les différentes visions du monde, de différents modes de vie aussi qui vont s'opposer, avec le modèle chinois qui va se confronter au modèle américain. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le lien esthétique et même narratif qui unit donc ces premiers films, ces 3 premiers films, pour présenter un peu aux auditeurs le commencement de l'œuvre d'Ang Lee? Oui, les 3 premiers films, c'est Pushing Ends, Le Garçon d'honneur et Salé sucré. Et au départ, c'est un inconnu, donc personne ne lui propose de script, et donc il prend la plume et il écrit sur ce qu'il connaît le mieux. Du coup, ça donne une trilogie partiellement autobiographique. Mais Ang Lee, qui a une pensée très très forte du spectateur et qui adore les histoires, les contes, n'avait pas envie de rester ancré dans des thèmes autobiographiques. Et donc, il était très content, après coup, d'adapter des grands romans de la littérature occidentale ou chinoise. Et puis donc, il va aller vraiment en élargissant ses centres d'intérêt filmiques. Mais la première trilogie, donc, elle s'intitule au choix, Quand l'Orient rencontre l'Occident. Et comme Ang Lee a émigré aux États-Unis... Alors ça, par contre, c'est vous qui avez donné ce titre à cette trilogie. On la trouve souvent comme ça dans les articles. Alors soit Quand l'Orient rencontre l'Occident, soit Papa c'est mieux. C'est une traduction de Father Knows Best. Je vous explique parce que en fait, son père à Ang Lee est proviseur d'un bon lycée. C'est un fervent défenseur des arts classiques chinois, littérature, calligraphie, etc. Et il voulait absolument que son fils fasse des brillantes études sérieuses à l'université. Or, Ang Lee est quelqu'un de très lunaire, très rêveur, il adore regarder les films et il échoue plusieurs fois au concours d'entrée. Du coup, il se dirige vers sa passion, le théâtre et le cinéma, et c'est un peu une déchéance pour Taïwan, encore très conservateur dans ces années-là. Et donc, il s'est toujours un peu confronté à l'autorité paternelle, sachant qu'en Chine, la figure du patriarche, la famille, mais appréhendée sous l'angle de la philosophie confucianiste, c'est quelque chose de très marqué, encore, de très marquant. Et tout se passe comme s'il avait besoin de cette première trilogie pour se confronter avec la figure du père, parce qu'il y a 3 figures de patriarches chinois. L'un est praticien d'arts martiaux, le deuxième c'est un général nationaliste, le troisième c'est un grand chef cuisinier. Et dans les 3 fictions, il y a beaucoup de tensions avec la jeune génération, et notamment celle qui est attirée par l'Occident. Donc soit des personnages de fils qui émigrent aux États-Unis, pour les 2 premières fictions, qui découvrent la modernité occidentale, qui ont envie un peu de s'affranchir de la tutelle paternelle. Et dans le 3e film, Salé sucré, ça se passe à Taipei, mais un Taipei mondialisé, la capitale de Taïwan. Et là, c'est un père complètement déboussolé face à ces 3 filles qui ont des options de vie ou des visions du monde aux antipodes. Donc, par ces 3 films, il confrontait l'Orient et l'Occident, sa rencontre un peu ébahie de certains modes de vie américains, et puis il se confrontait aussi à la tradition chinoise et au rapport un peu complexe qu'il a avec son père. Son père l'a félicité pour la première fois pour un film juste avant qu'il ne meure, et ça a été un grand moment pour lui. Et alors pour les auditeurs, parmi ces 3 films, donc il y a Pushing End, Garçon d'honneur en 93 et Salé sucré en 94. Je sais que c'est difficile, mais pour se rendre compte de cette période et de cette rencontre entre Occident et Orient, lequel vous conseilleriez comme ça d'emblée, ou renvoyer les auditeurs vers lequel de ces 3 films? Salé sucré est peut-être le plus abouti parce que Ang Lee est un cinéaste qui ne cesse de se perfectionner, d'apprendre. Il dit que son rêve, c'est d'être à l'école de cinéma toute sa vie, c'est-à-dire de changer et de découvrir toujours de nouveaux horizons. Donc Salé sucré, c'est un portrait un peu polyphonique dans la mégalopole de Taipei, très attentif aux petits mouvements d'âme des 3 personnages féminins qui cherchent leur place. Mais les 3 sont très intéressants, j'arrive pas à dire qu'un seul, donc j'ai pas Le Garçon d'honneur, c'est une screwball comédie, donc la grande comédie américaine avec du burlesque, etc., mais screwball gay et chinoise, selon le producteur scénariste James Schamus.
Alors après cette trilogie, on peut dire, vous soulignez aussi une bifurcation dans sa carrière, hein, à partir de son 4e film, Raison et Sentiment. Alors pour rappel, c'est un roman à la base de Jane Austen, hein, donc littérature britannique du 19e. On l'attendait absolument pas là du tout, hein, après ce qu'on vient de dire. On apprend même qu'il a été choisi pour la réalisation de ce film. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce que ça traduit qu'après son 3e film aux thématiques qu'on vient de voir, qu'on pense à ce réalisateur taïwanais pour l'adaptation d'un des livres patrimoine de la littérature anglaise? Oui, Jane Austen, c'est vraiment un monument de la littérature anglaise du 19e siècle qui, dès le départ, en fait, elle aussi, en fait, analyse un peu l'oppression des femmes dans la société patriarcale anglaise. Mais Ang Lee n'a jamais ouvert un roman de Jane Austen. Autre anecdote, mais très parlante, Emma Thompson, la grande actrice britannique, voulait absolument porter à l'écran une adaptation de Raison et Sentiment. C'est elle qui vient le chercher, qui a pensé à lui. Elle, avec Sidney Pollack et une des productrices qui s'appelle Lindsay Doran. Mais je vais expliquer pourquoi tout d'un coup elle pense à Ang Lee. Je veux juste dire que le scénario lui tenait très à cœur. Elle cherchait vraiment un cinéaste qui est très fin dans la peinture des états d'âme. Et en fait, elle regarde Salé Sucré par hasard et elle tombe sur cette phrase « Que sais-tu de mon cœur ?» Un des personnages féminins explose et toutes ses émotions refoulées rejaillissent. Et en fait, elle avait écrit exactement la même phrase dans son scénario de Raison et Sentiment, où on a deux personnages féminins, Elinor et Marianne. Elinor, c'est la raison. Elle essaye de contenir ses sentiments, de toujours être dans l'étiquette très contraignante de la société anglaise de l'époque. Quand sa jeune sœur, Marianne, qui est jouée, j'ai un trou de mémoire, par Kate Winslet, elle est dans le débordement romantique, elle sort toujours du cadre, elle fuit dans les grands espaces et elle rêve d'amour fou. Et elle avait donc, Emma Thompson avait fait dire à Elinor dans son scénario « Que sais-tu de mon cœur ?» dans le même débordement d'émotions. Et c'est là où elle approche Ang Lee, qui au départ dit « Elle est folle. Qu'est-ce que j'y connais au 19e siècle britannique ?» Et en lisant Raison et Sentiment, en suivant Emma Thompson dans les musées, dans la campagne anglaise, parce qu'il fait toujours un gros travail pour s'imprégner de la culture spécifique d'un pays ou d'une époque. Alors résumez peut-être l'histoire en 2 phrases pour les auditeurs qui n'auraient pas lu ou vu le film. Oui, donc on a les 2 personnages que j'ai cités, Elinor et Marianne, qui, à la mort de leur père, perdent leur demeure et en fait l'héritage dans l'Angleterre du 19e siècle ne se transmet que de père en fils. Et donc elles perdent tout statut social et elles ne peuvent plus compter que sur un bon mariage pour s'en sortir, sauf que la voix de la raison n'est pas la voix du cœur et évidemment elles tombent amoureuses soit de personnages qui sont au-dessus de leur niveau social et donc la famille s'en mêle, soit pour Marianne d'un vil séducteur. Et ce sont les péripéties intimes et sociales de ces personnages qui sont scrutés dans Raison et Sentiment. Alors c'est comme ça qu'il s'est emparé de la littérature anglaise et c'est aussi dans cette période après celui-là donc il y a eu The Ice Storm et il y a eu également La Chevauchée avec le diable. Alors magnifique fresque qui s'intéresse cette fois-ci à l'histoire américaine sur le fond de la guerre de sécession. Oui. Ang Lee, c'est un cinéaste caméléon qui est capable de s'emparer vraiment d'univers aux antipodes et c'est pour ça que sa filmographie est si éclectique et variée et plaisante, il y en a pour tous les goûts. Donc, il a émigré aux États-Unis, il a commencé par une première trilogie sur ce qu'il connaît le mieux, dont la culture taïwanaise, confrontée à la culture américaine, mais alors après, il est capable de s'emparer d'événements historiques et même de l'événement historique fondateur des États-Unis, la guerre de sécession qui fonde la modernité, le début des États-Unis tels qu'on les connaît. Et surtout, il voulait sortir des tragicomédies familiales ou du mélodrame pour un film de plus grande ampleur. Et donc, la fresque épique, le film de guerre, ça lui disait énormément, entouré de très bons collaborateurs, donc format anamorphique, il y a un souffle épique et lyrique donné au paysage. Donc, en fait, il monte en crescendo vers des réalisations de plus grande ampleur, avec aussi une capacité d'Ang Lee à découvrir des jeunes acteurs ou à les propulser un peu sur le devant de la scène, ça dans tous ses films. Et donc c'est vraiment un film très, très émouvant qui mêle l'intime et le collectif. Alors même si là c'est plutôt historique, c'est une manière aussi de se rapprocher petit à petit de l'Amérique, des États-Unis et d'Hollywood. C'est ce qu'on va voir par la suite. Mais je vous propose qu'on fasse tout de suite une petite pause musicale.
Voilà, vous écoutez RBS Cité Culture. On parlait en ce moment donc de Ang Lee avec Nathalie pour le livre Taïwan Hollywood, une odyssée cinématographique qui est sortie. Et c'est l'occasion donc pour nous de revenir un petit peu sur la carrière et l'œuvre d'Ang Lee. Alors on va aborder maintenant la partie de sa filmographie qu'il a peut-être fait définitivement éclater aux yeux du grand public. On est en 2000, sort Tigre et Dragon. Alors magnifique exemple de mélange des cultures, le film d'arts martiaux chinois qui s'adresse pourtant pleinement à un public occidental très réceptif, le succès immense, Oscar du meilleur film étranger ou Golden Globe du meilleur réalisateur entre autres. On peut dire que ça marque son entrée à Hollywood, même si s'ensuit Hulk pour lequel la réception fut un peu plus mitigée. Mais alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Nathalie, de cet immense succès pour Tigre et Dragon et de ce passage pour ce cinéaste entre Taïwan et Hollywood? Alors, faut savoir que les cinéastes chinois, hongkongais ou taïwanais ont été bercés dans leur enfance par les histoires de chevaliers, les romans de KPDP, et qu'il y a toute une tradition de films d'arts martiaux à Hong Kong et à Taïwan, mais plutôt confidentiels, et en Occident, seuls les cinéphiles connaissent vraiment. Alors bien sûr, il y a le magnifique succès de Bruce Lee avec le Kung Fu, mais le pur cinéma d'arts martiaux, c'était un peu confidentiel. Et donc, il n'est pas du tout le seul. Après avoir pris un peu de la bouteille, il le dit, il me fallait 6 films pour oser m'attaquer à ce qui a baigné mon imaginaire d'enfant. Je dis, il n'est pas le seul. Il y a The Grandmaster de Wong Kar-wai, il y a The Assassin de Wu Shaoxian. Voilà, il revisite les textures, les couleurs. Et puis, évidemment, le cinéma d'arts martiaux, c'est extrêmement impressionnant, spectaculaire en termes de chorégraphie martiale. Et en fait, 2000, c'est un point de passage même dans l'histoire du cinéma parce que juste avant, en 99, il y a Matrix des Wachowski, dont les chorégraphies virtuoses sont signées Yuen Woo-ping, donc cinéaste et chorégraphe d'action du cinéma hongkongais. Et c'est un moment où justement le cinéma hollywoodien cherche à se dynamiser par des formes venues d'Asie, donc le montage hongkongais ou d'autres traits. Et Ang Lee propose Tigre et Dragon. C'est une coproduction internationale pour boucler le budget, ce qui n'est pas évident. James Sheamus va chercher des capitaux, donc il y a Chine, Hong Kong, Taïwan et même France. Et il y a également un casting de stars asiatiques, c'est-à-dire qu'il y a la toute jeune Zhang Ziyi, elle n'est pas encore très connue, elle a déjà joué chez Zhang Yimou et après elle va faire une carrière formidable. Il y a le ponte Chow Yun-fat, qu'on a découvert avec beaucoup de joie dans les polars de John Yoo. Il y a Michelle Yeoh, qui, elle, est une très grande actrice hongkongaise, mais également James Bond Girl, donc on la connaît aux États-Unis. Et il y a un acteur taïwanais, peut-être plus confidentiel chez nous, qui est Chang Chen. Donc, casting de stars asiatiques. Et il fait un film de sabre, un film d'arts martiaux, en faisant plein de clins d'œil à l'histoire du genre. Et surtout en mélangeant avec des codes occidentaux, puisqu'il y a toujours cette coécriture avec James Sheamus, par exemple, un wuxiapian, comme on dit, film d'arts martiaux, normalement, il y a une structure linéaire et c'est ponctué de combats époustouflants qui se suivent. C'est vraiment un genre dévolu à beaucoup d'action, encore qu'il y avait King Wu qui a fait quelque chose de très poétique. Lui, il va mélanger toutes ces esthétiques du genre lui-même et puis des codes occidentaux. Donc, par exemple, Sheamus fait rajouter le long flashback romantique à moitié du film 20 minutes qui est dédié à l'histoire d'amour passionné entre Jen, une jeune fille de bonne famille qui va tomber amoureuse d'un bandit des grands chemins. Et ça, c'est pas du tout habituel dans le genre et ça a beaucoup plu au public occidental, surtout au public féminin. Je dis pas que c'était fait exprès pour rameuter des spectateurs, mais cet alliage qui atteint un point d'équilibre, en fait, a permis de parler à différents publics. Même si la réception n'est pas la même. Pour certains critiques chinois ou spectateurs chinois, Ang Lee aurait un peu trop occidentalisé sa fiction, mais pour moi c'est une question qui ne tient pas. Il fait avec ses apports culturels et esthétiques hybrides et mélangés, et c'est aussi ça qui fait sa patte.
Alors, et après ce succès, il décide de s'attaquer à un tout autre genre et un gros morceau. C'est Hulk qui sort juste après. Là, la réception a été un peu plus mitigée. Je l'ai regardé pour préparer cette émission et je me souvenais plus, je l'avais vu à l'époque. Mais là, moi, j'ai été marqué par le montage, par cette esthétique. Alors vous parlez, je crois, d'esthétique moléculaire avec un montage chorégraphique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour ceux qui ont vu ce film Hulk de Ang Lee? Oui, mais j'insiste sur le fait que c'est un vrai touche-à-tout. Parce que comment on passe de Tigre et Dragon à Hulk, alors je dis vite fait comment on passe. C'est la première fois où il dit sa passion pour les effets spéciaux. Alors le problème, c'est qu'on est au début des années 2000, il va travailler auprès des studios ILM, fondés par George Lucas, mais pour créer ce monstre. Donc Bruce Banner, un scientifique bien sous tout rapport, dans Hulk, quand il est trop en colère, qu'il n'arrive pas à réprimer sa rage, il se transforme dans ce monstre vert. Donc c'est une adaptation du comic books de Stan Lee, qui date de 1962. C'est très connu. C'est dans le giron de Marvel que ce film va se faire. Et donc Ang Lee a très envie de tester les effets spéciaux. Même si la technique est achoppe encore un peu à l'époque, et beaucoup de spectateurs lui ont reproché le côté invraisemblable de la créature verte, qui en plus était tiraillée par des problématiques qui sont celles d'Ang Lee, c'est-à-dire qu'il voulait humaniser Hulk. Les questions sous-jacentes, c'est toujours, là il y a des fils conducteurs fous, c'est toujours la relation père-fils qui est problématique, c'est la question entre le centre et la marche, parce qu'évidemment Hulk, on va essayer de le repousser aux confins de l'humanité, un bunker dans le désert, voire on va essayer de le détruire parce qu'il est anormal, entre guillemets. Bref, il injecte des problématiques et certains spectateurs ont trouvé que Hulk était transformé en Hamlet pleurnichard. Bref, ça n'a pas été du goût de tout le monde. Mais vous mettiez l'accent sur les expérimentations formelles qu'il tente et qui sont complètement déjantées. Il use et abuse du split screen notamment. Alors ça c'est parce que il se dit, là j'adapte pas un roman, j'adapte une BD. Et il avait envie de garder la forme originelle BD, qu'il y a encore quelque chose dans le film qui témoigne de cette origine. Et donc là, ça donne effectivement du split screen dans tous les sens, mais aussi parfois des bulles rondes, un jeu sur les cases. Guilain. Oui, justement, pour rebondir sur Hulk spécifiquement, c'est justement que le livre montre très bien que... et c'est là où Nathalie touche juste à mon sens sur le travail d'Ang Lee, c'est que sur Hulk, on sent... et c'est intéressant d'y revenir aujourd'hui en 2020 en fait grâce au bouquin, de faire le lien entre les Marvel d'aujourd'hui et ce qu'il a tenté de faire sur Hulk au début des années 2000. C'est-à-dire qu'en fait, il se pose la question, Ang Lee, de comment est-ce que j'adapte une BD, c'est-à-dire ça ne va pas de soi. Donc il se demande, ok, je ne suis pas spécialiste parce que je crois que tu insistes Nathalie là-dessus, il connaît pas grand-chose me semble-t-il aux comics. Il a pas lu la BD, il se souvient juste de la série télévisée L'incroyable Hulk. Voilà, c'est ça. Donc il est obligé de se demander comment est-ce qu'on adapte une BD. Donc, qu'est-ce qu'on fait qu'un personnage aussi emblématique qu'Hulk? Et je trouve, c'était juste une remarque parce qu'encore une fois, on est en 2021 et cette question ne nous touche même plus aujourd'hui parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans l'époque où Marvel en fait adapte constamment des comics qui sont interchangeables. Complètement, vous allez voir Captain America numéro 3 ou Avengers Endgame, on a le sentiment en fait que Marvel a une science aujourd'hui du produit fabriqué à la chaîne. Et ben, ce qui est exactement le contraire de l'artisanat d'Ang Lee à l'époque, qui est comment est-ce que j'adapte, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je structure le matériau et comment est-ce que je peux faire advenir un truc d'un comics. Alors effectivement, c'est peut-être balbutiant parce qu'il y a des gens qui n'ont pas apprécié à l'époque, mais moi je trouve que ce qui est très intéressant, c'est de revenir sur un produit qui sent encore un peu la question de l'adaptation, qui est quand même une question centrale à mon avis chez lui, autant sur les romans qu'il a eu à bras le corps que sur son expérimentation technologique. À mon avis, c'est là où il y a quelque chose de puissant dans ce que tu montres en fait, avec le recul d'autant plus. Ah, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est un blockbuster d'auteur, parce qu'il y a vraiment la singularité d'Ang Lee, et puis ses expérimentations formelles. Il fait quasiment un truc cubiste. Enfin, il y a l'esthétique moléculaire, l'esthétique calligraphique. C'est un film foisonnant, quasiment à l'image du débordement du monstre lui-même. Et petite anecdote, c'est lui qui a interprété en motion capture, donc avec des capteurs sur le corps, avant qu'on donne vie à la créature de synthèse. C'est lui qui a prêté son corps pour tout détruire dans le laboratoire lors de la première transformation de Bruce en Hulk, et il a dit que cette expérience avait été thérapeutique, de tout casser. Il fait un peu ça à l'image et dans le montage, il détricote un peu tout, quoi.
Et vous l'avez dit aussi, Hulk, ça a été pour lui une parfaite occasion aussi de faire une première expérimentation des effets spéciaux. Et alors par la suite, bien plus tard, en 2012, il va sortir l'Odyssée de Pi. Alors au sujet de ce film, James Cameron a dit que c'était pour lui une révolution dans l'histoire du cinéma numérique. Il utilise en effet brillamment la 3D, on peut presque dire comme un élément scénaristique à part entière, avec l'avis de Billy Lynn. Ensuite, on passe encore un cran au-dessus, film en 4K cette fois, avec une première dans l'histoire du cinéma. Le film est tourné en 120 images secondes au lieu de 24 habituellement. On reviendra peut-être sur les détails là-dessus, sur l'effet recherché. Il y a aussi le dernier film, Gemini Man, avec Will Smith, complètement de synthèse. Enfin bref, Ang Lee, il a su être à la pointe de toutes les révolutions technologiques autour du cinéma. Alors, en quoi c'est pas étonnant ça, au vu du personnage, de ce que vous nous avez dit de l'artiste et de sa carrière, ces choix de réalisation à la fin comme ça, de s'intéresser à ce point-là sur ce que le cinéma peut aussi offrir et apporter en termes de technologie? Comme d'autres cinéastes, Ang Lee se demande comment lutter contre la perte d'aura de la salle cinématographique et comment lutter contre les films vus sur un écran de portable. Et il a deux réponses. Il a la force, la puissance des histoires racontées, ce qu'il a mis en scène dans ses films intimistes, comme Brokeback Mountain par exemple. Mais quand on lui donne un gros budget, il a une appétence folle pour tester tout ce que le cinéma de demain peut offrir, et il essaie de le faire aujourd'hui. Et donc, par exemple, comme la 3D le passionne, et il va avoir une vraie pensée de la 3D dans le magnifique conte métaphysique qu'est l'Odyssée de Pi. La 3D est vraiment sublime. Le récit de cette dérive en mer d'un jeune Indien coincé dans un pauvre canot de sauvetage avec un tigre. Et donc il y aura une fusion du ciel et de la mer, il y aura des visions fantasmatiques. En 3D, c'est extrêmement fort. Quand on a la chance de pouvoir le voir en 3D, j'y reviendrai peut-être sur cet aspect. Et donc, pour Billy Lynn, il se dit, le problème de la 3D, c'est que y a des effets de flou sur les bords du cadre, il y a des effets de stroboscope, il faut trouver une solution. Alors ça va passer par doubler le nombre de projecteurs 3D, afin qu'elle donne plus d'informations à nos yeux. Ça va passer par l'augmentation de la cadence des images. Donc un film, la moyenne, c'est 24 images par seconde. Et avec Billy Lynn et Gemini Man, il va passer à 120 images secondes. Alors il y a aussi la tentative de Peter Jackson dans le Hobbit précédemment, mais il allait beaucoup moins loin. 48 si je dis pas de bêtises. Et donc ça, c'est au service de plus d'immersion dans le spectacle cinématographique sans perdre de vue qu'il s'agit de raconter une histoire émotionnelle et une trajectoire d'un personnage. Donc dans Billy Lynn, qui est un film qui me touche énormément, c'est quand même sur le stress post-traumatique d'un très jeune vétéran qui revient d'Irak, qu'on bombarde dans un show à l'américaine dithyrambique au milieu d'un concert des Destiny's Child. Et évidemment, les feux d'artifice, les pétards, ça déclenche tous les stimuli traumatiques du soldat. Et alors ça en 3D, en 120 images par seconde, c'est donc une très forte immersion, et c'est deuxièmement au service de plus de réalisme. Alors c'est bizarre d'utiliser tous les artifices de la technique au service d'un hyper-réalisme, comme il dit, et le visage de Billy va être filmé en gros plan, notamment quand il est assailli par les flashs. Alors, en gros plan, il n'a pas de maquillage, il y a 5 fois plus de lumière que d'habitude sur le plateau de tournage pour la résolution 4K, et donc on lit vraiment à fleur de peau ces émotions. Le problème, c'est que Billy Lynn, nous, on l'a vu en salle en 2D, en 24 images par seconde et en 2K. À l'époque, il y avait une poignée de salles dans le monde qui disposaient de la technologie pour qu'on voit le film tel qu'il a été pensé par Ang Lee. Ce qui prouve quand même qu'il est vraiment à la pointe et très en avance sur son temps. Alors pour Gemini Man, où là, il s'agit de recréer un clone de Will Smith 30 ans plus jeune pour créer le personnage Machine à tuer junior. Là, il y avait quelques salles en France, à Paris, où on pouvait voir le film quasiment tel que pensé par Ang Lee. Donc voilà, donc c'est un continent à défricher, toujours au service de cet amour fou du cinéma. Bastien et Guylain, est-ce que pour terminer est-ce que vous connaissiez Ang Lee? Qu'est-ce que vous appréciez de lui? Bastien, pour commencer, par exemple, qu'est-ce que vous avez vu? Alors juste avant de te répondre, je m'interroge, Nathalie, à ce que tu viens de dire. S'il a pensé le film de cette manière-là et qu'il est accessible finalement nulle part, comment on fait pour voir la vraie œuvre?
Ah ben alors pour écrire dessus, je le dis dans le livre, hein, je m'en cache pas, c'est un peu, voilà, c'est un peu fantasmer le film. La seule chose que j'ai pu faire, c'est les voir tous les deux en 3D. Alors par un port, je crois pas que la version 3D existe en France, mais j'ai fait venir ça des États-Unis avec des lunettes sur son écran de télé. Le mien est pas trop petit, mais voilà. Et donc après, comme le film est déjà tellement prenant comme ça, on ne peut que fantasmer ce qu'aurait été la vision vraiment. Voilà, moi j'ai pas eu les moyens de me déplacer et même d'aller à Paris pour Gemini Man, mais tant pis. Voilà, donc, dans l'attente qu'elle soit disponible peut-être dans le futur, dans des salles qui permettraient. En fait, il faudrait que les studios investissent massivement et c'est le même problème que quand il y a eu Avatar et est-ce que les parcs de salles allaient investir dans la 3D ou pas. Là, il faudra investir dans de nouvelles technologies. Alors que va devenir le cinéma post-Covid, c'est à voir. En tout cas, ça fait partie de la magie du cinéma et ça fait fantasmer en effet même autour de l'œuvre, parce que j'ai souvenir d'avoir vu La vie de Billie Lynn au cinéma à l'époque et c'est rare qu'un film me fasse un souvenir comme ça, même corporel, j'allais dire, parce que je me souviens très bien que quand ce personnage traumatisé par la guerre arrive dans ce stade et que on l'honore avec de la musique et des feux d'artifice, et là pendant 10 minutes, je me suis littéralement retrouvé scotché au fond de mon siège avec l'impression de vivre ce que lui vivait avec cette entrée, ces pétards dans le fond qui lui donnait un sentiment d'angoisse, et moi-même je me suis retrouvé pendant 10 minutes à ne plus bouger, être au fond du fauteuil, et quand la scène se termine à reprendre ma respiration et me retrouver là dans les comprendre dans la salle et pouvoir peut-être imaginer ce que lui avait vécu. Et c'est là où je dis que c'est intéressant aussi, ça permet de prolonger l'œuvre et ça ramène toute cette magie autour du cinéma, de fantasmer, de se dire waouh, mais alors voir ce film en 4K, être immergé complètement là-dedans, ça fait envie et ça fait encore plus rêver, et c'est vrai que ça ajoute aussi un peu à l'œuvre et ça la prolonge, de se dire qu'il y a possibilité peut-être un jour de pouvoir aussi vivre cette expérience de ce film La vie de Billie Lynn comme ça. Guylain, Oui, tout à fait. Je n'en cache pas non plus. J'avais vu avant de lire le livre, j'avais vu quelques films d'Ang Lee, mais disparates. Donc, moi, j'avais pas vu les premiers films d'Ang Lee, j'avais vu quelques films comme ça. Évidemment, j'avais lu Gemini Man parce qu'il était sorti l'année dernière au cinéma. Personnellement, ce que j'apprécie profondément chez Ang Lee, et c'est pour ça que ce bouquin tombe aussi à point nommé sur ça, c'est que Ang Lee est le prototype. Il est le prototype du cinéaste que la France n'aime pas tellement aimer. Parce que Ang Lee est protéiforme, qu'il a une signature qui est discrète, et le bouquin le montre bien. Et personnellement, moi j'étais assez ému en fait de lire le bouquin par ce biais-là. Alors c'est peut-être un angle personnel, mais c'est qu'on découvre un Ang Lee qui n'est absolument pas politique dans le sens. Il n'est pas vindicatif. Il n'a jamais envie de tirer la couverture à soi. C'est un type qui travaille en équipe en fait. On sent qu'il est constamment en train de se demander avec qui je travaille, avec qui peut m'aider et qui je peux aider. Il y a une relation presque touchante, je trouve, qu'il a lui-même avec son propre cinéma. C'est quelqu'un qui se considère comme un brouillon en fait, qui est en train tout le temps d'apprendre. Qu'est-ce que je fais demain? Qu'est-ce que je ferai après-demain? Qu'est-ce que je ferai le surlendemain? Il y a une idée de faire plus et de faire toujours quelque chose de différent. Et je trouve que ça, c'est, si vous voulez, je pense que le bouquin montre bien que les points qu'on a chez Ang Lee, qui paraissent souvent assez isolés, parce que quand on regarde Pushing Hands et quand on se tape Gemini Man, on se demande quand même qu'est-ce que c'est que ce type. Et en fait, la trajectoire semble finalement assez claire et bien reliée dans la mesure où ces petits points isolés prennent un sens global dans une trajectoire extrêmement cohérente, mais qui n'a pas l'air d'y toucher. C'est l'exact contraire d'un cinéma de festival, où en général le mec fait le même film pendant 20 ans et on aime reconnaître ce qu'on a déjà vu. Ce qui n'est pas forcément négatif, mais qui est facile, c'est une porte d'entrée. Et alors moi personnellement, mon film préféré d'Ang Lee, et je sais qu'on a discuté avec Nathalie avant de discuter là ce soir, mon film préféré c'est Gemini Man, je m'en cache pas, qui est un film complètement bizarre et curieux, mais je trouve qu'on remarque chez lui, alors que rien ne ferait sens a priori, je trouve que Gemini Man, qui est quand même le prototype du film d'action typique du produit des années 90, fait dans les années 2010-2020, donc ça pourrait être bizarre comme film, et ben en fait, je trouve justement c'est de l'orfèvrerie. C'est-à-dire que Gemini Man avec Will Smith, c'est le contraire de blockbuster stupide alors qu'il en a les oripeaux. C'est un film crétin, je veux dire, si on le regarde rapidement. Le scénario est crétin. Voilà, le scénario paraît crétin, etc. Mais en fait, il y a un tel travail d'horlogerie sur la manière d'agencer les scènes d'action qu'en fait, on se dit, ok, ce type est un vrai grand cinéaste, parce que personnellement, des séquences aussi belles de poursuites comme celles qu'on a en Amérique du Sud, c'est en Colombie, Nathalie ? Oui. En Colombie, hein. Oui, cette scène en Colombie, moi je le dis franchement, sur une année de cinéma, à part un cinéaste comme George Miller et choses comme ça, à part un cinéaste comme James Cameron, moi je le vois jamais au cinéma. Donc rien que pour ça, vraiment, le bouquin répond à un manque, je trouve, éditorial, parce qu'on ne parle jamais suffisamment de ce genre de cinéaste.
Et vous, Bastien, il y a un film... Au-delà du film que je pourrais potentiellement préférer, moi ce que je trouve génial avec le livre de Nathalie, c'est que Ang Lee, en fait, il fait partie de ces cinéastes que tout le monde connaît sans le savoir. Parce que moi, en parcourant ce que tu avais écrit et en préparant l'émission de ce soir, en fait, je me suis rendu compte que j'en avais déjà vu plusieurs et que j'ignorais totalement que c'était lui qui avait réalisé. Là, j'ai trouvé ça très intéressant quand tu me l'as dit. Tu m'as dit mais Hotel Woodstock, c'est lui. Bah ouais, mais très intéressant. Et tous ceux que j'avais déjà vus, je me suis dit mais c'est alors vous l'avez très bien expliqué avec Geoffrey tout à l'heure, mais c'est aussi le côté justement c'est un touche à tout. On le retrouve dans plein de domaines différents, et je trouve que du coup c'est très bien d'avoir un ouvrage qui permet aussi de faire le lien peut-être entre tous ces films et qui permettent de mettre un peu tout ça à plat. Et sinon, pour répondre à ta question de mon film préféré, c'est un de ceux que j'ai vu en préparant cette émission, je crois que ça reste Raison et Sentiment. Alors Guylain, très rapide, je sais que vous pouvez le faire. 2 minutes, vous qui êtes l'oreille absolue de l'émission, je crois que vous vouliez dire peut-être quelques mots sur la musique aussi d'Ang Lee. Ah, oui, alors là, tu me prends un petit peu au dépourvu, mais allez, oui, j'ai sous la main par exemple le thème de Brokeback Mountain. Oui, alors justement, ce qui est intéressant là-dessus, juste simplement, il a bossé avec 2-3 compositeurs de grande qualité, mais il y a Danny Elfman dont on a écouté un extrait tout à l'heure avec, rappelle-moi Nathalie. Hulk, merci. Donc Danny Elfman, et puis là, c'est Santiago Santaolalla. Alors j'aime beaucoup le dire Santaolalla, c'est vrai. C'est un excellent compositeur de musique de film espagnol qui a bossé notamment avec Guillermo del Toro et d'autres. Et là, on va écouter un extrait donc de Brokeback Mountain, mais Santaolalla, c'est vraiment du lourd. Malheureusement, c'est typiquement le genre de compositeur. Là, on voit qu'Ang Lee, quand même, il a choisi un type un peu à part. C'est malheureusement un mec assez méconnu, mais c'est un sacré compositeur actuel. Donc voilà, on va écouter Brokeback Mountain avec Santaolalla. Quelle jolie musique, merci Guylain de nous avoir fait découvrir donc Santa pas aïe aïe mais oh là là Santaolalla. Excusez-moi. Donc c'était un extrait du thème de Brokeback Mountain qui est aussi réalisé donc par Ang Lee. Eh bien merci beaucoup à tous les trois, merci à Nathalie. Donc merci à vous. Le livre, alors je le montre comme ça on était à la télévision à l'auditeur tellement l'objet est très joli en lui-même. Hein. Allez voir à quoi ça ressemble. Donc Ang Lee, Taïwan, Hollywood, une odyssée cinématographique aux hémisphères édition et Maisonneuve et La Rose. Sur la couverture, on a donc cette barque avec le tigre dans l'Odyssée de Pi. C'est un livre très coloré avec plein de photogrammes dedans, avec un papier glacé très joli. Comme je vous l'avais dit, il se picore pour découvrir un petit peu donc cette filmographie de 14 films d'Ang Lee qu'on espère vous avoir donné envie de découvrir ou de redécouvrir ce soir grâce à la présence de Nathalie. Donc quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, à 20h sur RBS pour Cité Culture. Merci à tous de nous suivre. Très bonne soirée.